Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Gavouillère. Donc, monsieur Labarre également. Donc, il est 19 heures. Nous allons commencer cet avant-dernier conseil municipal de l'année. Je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'aux nombreux publics présents dans la salle, et ainsi et également à tous les pèleriniers qui nous regardent sur les réseaux. Nous allons donc commencer par l'appel des conseillers. Donc François de Laujardière, il est là. Cécile Mériadec. Présente. Paul Brunet. Oui, présent. Marie-Christine Curaudot. Présent. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand. Présent. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère. Présent. Monique Serrault. Patricia Tellier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud, Alain Lecourze, Sylvia Brizard, Thibaut Goupil, absent, a donné pouvoir à Adélaïde Fourage, Thomas Lecam, Virginie Merlet, absente, a donné pouvoir à Cécile Mériadec, Mathilde Kerfourne, également absente, a donné pouvoir à Philippe Berthoud, Jean-Michel Moussu, Christian Dréan, Emmanuel Labarre, Mélodie Fournier, Anne Pérez, Christelle Dellerue, Jean-Luc Michneau est absent et a donné pouvoir à Françoise Paquet. Et Françoise Paquet, elle est présente. Très bien. Voilà. La secrétaire de séance s'appelle Valérie Lallemand. C'est gentiment proposé pour ce conseil. Je la remercie. Et sans tarder, donc, nous passons à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal. Avez-vous des remarques, des questions sur ce PV? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous passons tout de suite au compte-rendu des décisions prises par le maire. Donc, il y en a 3. La première, ça concerne la mise à disposition d'une salle de Cassin, la salle La Martinière, à titre gracieux. Donc cette salle a été prêtée pour un pot de départ donc, de M. Daligo, le pharmacien bien connu de tous les pèlerinés. Donc voilà, c'était à titre gracieux et ça s'est passé le jeudi 6 octobre. Oui, Madame Fournier. Pardon, Madame Fournier. Pardon. Si, c'est ça, c'est ça. C'est bon, oui. Alors, nous constatons donc qu'une gratuité de salle a été accordée pour un départ en retraite. Pouvez-vous nous préciser si tout pèlerinet qui a pu apporter de manière visible par son activité commerçante ou de manière plus invisible par son investissement et son dévouement à la commune pourra désormais prétendre à cette même gratuité? Écoutez, quand la personne aura fait 20 ans de bons et loyaux services, oui, pourquoi pas. Ah, vous voulez donc pour toutes les personnes qui feront 20 ans de bons et loyaux services, oui, c'est ça, c'est possible? Oui, effectivement. C'est Monsieur Daligo quand même est une personne connue, donc il a commencé à la pharmacie du marché. Après, il a été toujours à la pharmacie du marché, mais à Intermarché. Donc c'est quelqu'un qui était très connu de l'ensemble des pèleriniers, donc il n'y a pas de raison que je ne lui fasse pas la gratuité de cette salle. Et en fait, c'était je dirais, le cadeau de départ de la commune à Monsieur Daligo. Ah, je l'entends, mais on fera pareil pour les caissières du supermarché, ça s'entend. Comment? Qui connaissent également énormément de monde. J'ai du mal à vous comprendre. Oui, je suis désolée. Oui, oui. Bon. Non, mais je voudrais m'assurer que ce ne soit pas un petit peu quelque chose en rapport avec les notables. Enfin, on a un peu cette impression. Excusez-moi. Non, mais je veux m'assurer qu'effectivement, même les caissières du supermarché qui côtoient également bien sûr, énormément de monde peuvent demander... Si la demande est faite, et je vous dis, c'est des gens qui sont connus. Voilà. Oui, non, mais très bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Très bien. Très bien. La
décision suivante concerne le marché Monsieur donc, le maire, du plan guide. je voulais juste dire que j'avais une question pardon. quasiment similaire sur la même, je ne vais pas la formuler, Oui. mais j'avais aussi la même interrogation, donc vous avez répondu. Merci Madame Paquet. Donc la seconde décision concerne le marché du plan guide opérationnel concernant l'étude urbaine, voilà c'est ça. Donc, merci, il faut savoir céder. Donc ça a été conclu avec la société Formacis. Donc il y a eu une mise en concurrence, bien évidemment. Il y a eu 7 candidats. C'est la société Formacis qui a été retenue. Le marché est conclu pour un montant on va parler en TTC, de 107 670 € TTC. Et bien évidemment, les crédits nécessaires sont inscrits sur l'opération. Quelques précisions. Donc, au début, sur notre budget, on avait mis 50 000 €. Et puis, nous avons trouvé des partenaires qui nous ont aidés à étoffer l'étude urbaine. Au début, c'était uniquement sur la rue de la Jouardet. Et après, ça nous a permis, le fait d'avoir 2 partenaires nous a permis d'augmenter cette étude urbaine. Alors, je ne vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus, puisqu'il y aura une très bonne intervention, je n'en doute pas, de Brigitte Doucet à la fin du conseil. Un petit peu de pression. Alors, autrement, ce que je peux vous dire, c'est que le budget qui a été mis par la commune était de 50 000 €. Nous avons sollicité le département qui a donné 25% des 50, enfin une subvention de 50%, de 25% correspondant au montant donné par la ville, soit 12 500 €. Et le reste a été pris en charge par Nantes Métropole, soit un peu plus de 45 000 €. Voilà ce qu'on peut dire sur ce marché. Est-ce que vous avez des questions? Et la troisième décision, donc ça concerne la disposition à titre gracieux d'un bâtiment appartenant à la commune pour que nos amis les pompiers puissent s'entraîner. Donc ils sont toujours à la recherche de lieux ou d'habitations de façon à parfaire leur formation. Donc le but de cette décision était la mise à disposition ce qu'on pourrait appeler la maison Bretagne. Ça parle pour tout le monde, je pense. Voilà. Et quand on parle des pompiers, j'en profite pour tous vous inviter à participer au défilé de la Sainte-Barbe, qui aura lieu le 22, je crois. Le 19, et ben ça tombe bien, voilà, le 19 novembre. Et quand on parle de défilé, je vous invite tous également au défilé du 11 novembre, ce vendredi. Voilà. Voilà pour les décisions. Pas de questions sur les pompiers. Parfait. Après, donc... ah oui, je ne vous ai pas donné de quoi on va parler, en fait, la liste de toutes les délibérations. Donc, nous allons commencer par finances et ressources humaines, où il y a une admission en non-valeur. Après l'urbanisme, la suppression d'une servitude de passage. Ensuite, il y a un avenant de prolongation du marché de mission de conseil en architecture. Nous passerons à petite enfance, jeunesse, où il y aura une demande de subvention de projet du multi-accueil et l'actualisation de la convention bassin mobile. Après culture, démocratie participative et manifestation, donc l'attribution d'une subvention de projet à l'école de musique, une attribution d'une subvention de projet à la PVR, donc l'association pèlerinaise des voitures rétro, et l'attribution d'une subvention de projet à Cap aux Pèlerins. Ensuite, nous aurons la présentation de l'étude urbaine par Brigitte Doucet, la présentation des nouveaux critères de subvention, donc en duo, je crois. Ouais, c'est ça que Jackie Plénaud et M. Dréan. Et Mme Paquet, donc c'est un trio. C'est un trio. Et donc, bien évidemment, pour terminer, nous aurons les questions des minorités. Donc, nous passons à la première délibération qui concerne donc l'admission en non-valeur. Et je laisse la parole à Pascal Monnier. Merci, Monsieur le maire. Donc, lorsqu'une personne est redevable d'une somme à la commune, un titre de recette est émis et transmis au comptable public
de manière à ce qu'il puisse faire l'encaissement. Tous les ans, le comptable public nous informe qu'un certain nombre de titres de recettes ne seront pas recouvrés et ne pourront pas être recouvrés, soit parce que le montant est inférieur au seuil de poursuite, qui est de 15 €, soit parce que les poursuites ne sont plus possibles ou n'aboutiront pas. Donc pour cette année, le montant qui nous a été communiqué par le comptable public est un montant de 294,42 € et qui concerne 4 titres de 2019 pour un montant de 249,50 €, 2 titres de 2020 pour un montant de 28,01 € et 5 titres de 2021 pour 16,91 €. Donc la constatation de ce montant doit être approuvée par le conseil municipal afin de pouvoir le comptabiliser sur un compte de charge. Voilà, monsieur le maire, ce que vous pouvez rapporter pour cette délibération. Très bien. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, donc je vais la mettre aux voix. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante. Donc là, nous passons dans le volet urbanisme. Et nous avons donc la suppression d'une servitude de passage, donc la parcelle cadastrée AA 533. Brigitte Doucet. Merci. Donc nous sommes rue du Champ d'Armée, donc la rue qui est derrière la rue du Docteur Sourdille. En 1855, ces 2 parcelles n'en faisaient qu'une. Aujourd'hui, elles sont cadastrées respectivement 533 pour la parcelle en rouge et 531 pour la parcelle en noir. À l'époque, la 533 n'avait pas accès au domaine, rue du Champ d'Armée. Et donc la parcelle 531 a donc été grevée d'une servitude de passage. Aujourd'hui, la 533 appartient à la commune et monsieur et madame Burel ont sollicité de la commune l'extinction officielle de cette servitude qui n'a plus lieu d'être. Et la commission urbanisme a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions sur cette délibération concernant le droit de passage? S'il n'y en a pas, on va mettre aux voix. Donc, le conseil municipal est invité à accepter la suppression de la servitude suspensionnée, tant sur la partie faisant de la parcelle AA 533 le fonds dominant, que pour la partie faisant de la parcelle le fonds dominé. Dans le cas où les frais seraient à verser, ceux-ci seront à la charge du propriétaire de la parcelle AA 531, partie ayant sollicité la suppression de cette servitude. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et notamment à signer l'acte à venir. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, elle concerne toujours l'urbanisme, mais là c'est l'avenant de prolongation du marché de mission de conseil en architecture. Brigitte Doucet. Alors, avec 10 autres communes, la ville du Pèlerin a signé en 2018 une convention de prestation de conseil en architecture. Alors, il s'agit d'assistance, de conseil, de proposition d'un architecte. En cela, ça aide le service urbanisme sur des décisions qui concernent des projets de construction, de rénovation, particulièrement en secteur patrimonial. Alors concrètement, par exemple, la dernière intervention de l'architecte concernait un ravalement façade rue Bertreux. En fait, la proposition des propriétaires était assez ambitieuse en termes de couleurs. Et donc l'intervention de l'architecte a permis de concilier en fait modernité et préservation des éléments de décoration, et voire préservation ou mise en valeur des éléments de décoration de cette façade. Donc la convention qui fait l'objet de cette délibération aujourd'hui, elle prend fin le 31/12/2022, donc à la fin de cette année. Nantes Métropole réfléchit actuellement à pérenniser ce type de mutualisation à l'échelle des 24 communes. Mais ça, c'est à objectif 1er janvier 2024. Donc en attendant cette nouvelle disposition prise à l'échelle métropolitaine, on nous demande de prolonger le marché d'1 an, c'est-à-dire pour aller jusqu'au 31 décembre 2024.
23. Alors, je prends acte d'une remarque qui a été faite en commission concernant les interventions de cet architecte qui porte sur la vigilance qu'on doit apporter, c'est vrai, à préserver les éléments justement des décorations de façade dans le cadre de l'isolation par l'extérieur des façades. Donc il faut absolument qu'on trouve cette conciliation entre la préservation du patrimoine et en même temps les impératifs d'isolation. Voilà pour ça. Donc je termine en m'adressant, je profite pour cela de m'adresser aux pèlerinais qui nous écoutent pour leur rappeler que la commune est dotée d'un service urbanisme qui comprend 3 agents. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les communes. C'est un choix budgétaire fait par notre commune qui est assumé pour maintenir un niveau de service public qualitatif. Donc il ne faut pas hésiter justement à les solliciter parce que c'est une vraie chance d'être accompagné par un vrai service de proximité. Très bien. Avez-vous des questions sur cet avenant, Monsieur Gavouillère? Non, mais c'est une simple remarque, puisque je me suis abstenu sur cette délibération en commission de l'urbanisme pour une simple raison, c'est que j'étais soucieux d'attirer l'attention sur le fait qu'à l'occasion des rénovations de façades, et notamment pour rendre ces façades plus étanches et plus protectrices contre le froid, on ne détruise pas l'apparence de la façade. Et dans certains cas, on sera obligé de demander à des propriétaires de faire des isolations par l'intérieur et pas par l'extérieur, pour protéger l'apparence extérieure de l'immeuble. Bon, je me suis abstenu, je voterai pour aujourd'hui, parce que je suis rassuré par les déclarations de Madame l'adjointe à l'urbanisme. Voilà. Et pour terminer, on peut préciser qu'en fait, l'architecte conseil qui vient, je crois que c'est une fois par mois, c'est ça, donc a un rôle de conseil. Donc on lui présente, enfin le service urbain présente des dossiers et elle donne son avis. Mais après, on suit ou pas son avis. Hein. C'est quand même la commune qui décide en dernier recours. Oui. Je ne voudrais pas que ce soit pris pour une opposition de principe à toute rénovation thermique des maisons. Je suis tout à fait conscient que c'est nécessaire. Hein. Donc, mais dans le cas particulier d'un immeuble un peu patrimonial ou d'une maison un peu patrimoniale, eh bien, je crois qu'on en est tous d'accord, il faudra être soucieux de préserver cet aspect patrimonial. Très bien. D'autres interventions, Madame Paquet? Oui, c'était juste un peu une question complémentaire concernant le nombre de fois dans l'année où vous faites appel à ce cabinet conseil, enfin à ce conseil en architecture. Une petite idée pour nous. C'est juste de l'information. Non, mais comme je vous le disais, en fait, donc on a donc un marché et le marché stipule qu'une fois par mois, donc elle vient dans les bureaux de. Comment? Oui, on peut également, sur des cas concrets, même si on n'est pas dans la temporalité régulière, on peut solliciter numériquement l'avis de l'architecte, justement. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, on va mettre aux voix. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'avenant numéro 1 portant prolongation jusqu'au 31/12/2023 de la convention du groupement de commandes pour des prestations de conseil en architecture entre les villes de Nantes, Boueil, Bouguenais, Couéron, La Chapelle-sur-Erdre, Le Pèlerin, Les Sorinières, Mauves-sur-Loire, Orvaux, Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Alors, nous allons maintenant dans le volet petite enfance, enfance, jeunesse, où la première délibération concerne une demande de subvention de projet du multi-accueil, le bac à sable. Je laisse la parole à Madame Mériadec. Bonsoir. Donc, la commune du Pèlerin n'a pas de multi-accueil municipal. Il s'agit d'une crèche associative
Le financement de cette crèche se fait soit par la caisse d'allocation familiale, les familles ou la municipalité. Pour les deux premières, c'est un financement qui est contraint. Donc la commune du Pèlerin a fait le choix d'aider dès que possible le bac à sable. Cette fois-ci, ils nous ont demandé, ils ont sollicité une subvention de projet pour l'organisation d'un goûter-concert. Ce goûter-concert a lieu tous les ans. Cette année, le budget était de 3 297 €. Ils nous ont demandé une subvention de 800 €. Suite à l'application des critères, nous sommes arrivés à un montant attribuable de 500 €. L'ensemble de la commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà. Très bien. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, donc nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver la subvention du projet alloué à l'association du bac à sable pour un montant de 500 €. Autorisez monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à la petite enfance, enfance et à la jeunesse à signer lesdites conventions, les avenants et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Seconde délibération, celle-ci concerne l'actualisation de la convention bassin mobile. Madame Mériadec. Alors, il s'agit donc d'une reconduction. Un petit rappel, lors de la première délibération sur le sujet du bassin mobile, toutes les oppositions ont voté contre. Presque 2 années après, pour l'avis de tous, enseignants, éducation nationale, famille, c'est un franc succès. Dans nos 3 écoles élémentaires, tous les élèves du CP au CM2 ont suivi au moins un cycle d'apprentissage. Cet été, le bassin a été mis à disposition des Francas qui gèrent l'accueil de loisirs pour la période estivale toutes les matinées. Les enfants pèlerinais ont pu en profiter, également les enfants boiséens, car nous avons joué le jeu de l'intercommunalité, même si la métropole nous refuse le financement pour ce projet. C'est un projet novateur, original, qui nous a été présenté par le corps enseignant. Nous étions les premiers dans l'aventure. Aujourd'hui, Brin et Saint-Aignan nous ont rejoints. Demain, Sautron nous rejoindra. C'est pourquoi je vous propose de renouveler la convention tripartite entre la commune, l'éducation nationale et Nantes Natation. Alors, la commune du Pèlerin s'est positionnée favorablement à la relance du projet de réalisation d'une piscine intercommunale sur la commune de Boye. Néanmoins, ce projet a peu de chances de voir le jour dans des délais à court terme. Ne disposant pas aujourd'hui de piscine sur son territoire, pour les élèves pèlerinais, nous sommes dans l'impossibilité de répondre à l'obligation de l'apprentissage de la natation comme le prévoient pourtant les programmes de l'éducation nationale. Afin de pouvoir répondre rapidement à ces obligations, la commune souhaite installer un bassin mobile. Cette installation sera faite derrière les Halles. La commune s'est appuyée sur l'expertise de l'Éducation nationale et de Nantes Natation pour le choix de ce lieu qui dispose de blocs sanitaires équipés de douches et permet également d'assurer la sécurité. Cette installation permettra de dispenser les cours de natation qui auront lieu sur les temps scolaires du lundi au vendredi. Dans la mesure où il ne serait pas possible de faire participer l'ensemble des élèves des 3 écoles élémentaires, comme ça sera peut-être le cas, rien n'est sûr, sur cette période, donc, le cycle 2 sera privilégié, c'est-à-dire du CP au CE1, CE2. La commune souhaite confier la gestion de l'apprentissage de la natation en milieu scolaire à l'association Nantes Natation. La commune du Pèlerin et Nantes Natation décide de formaliser leur partenariat dans une convention qui définit les moyens mis en œuvre. La convention est conclue pour une durée d'1 année, renouvelable de manière expresse. La participation financière annuelle de la commune sera arrêtée chaque année lors du vote du budget de la commune. Cette convention prendra effet après transmission de la délibération du conseil municipal approuvant la présente convention en contrôle de légalité et signature de la présente convention. Toute modification fera l'objet d'un avenant. Et un retour d'expérience pourra également faire évoluer ce projet si nécessaire. Très bien. Juste une précision. Lorsqu'on a dit que la commune du Pèlerin s'est positionnée favorablement à la relance du projet de réalisation, donc on s'est
positionné pour discuter. Savoir, non, mais c'est pas pareil entre discuter et être dans le projet. Donc nous sommes en discussion et je crois que la semaine prochaine, donc, il y a une réunion entre les différents DGS des communes pour avancer un petit peu. Mais discuter n'est pas accepté, que ça soit clair. Monsieur Moussu. Ah. C'est bon. Vous parlez de discussion parce qu'il y a actuellement, il y a plus qu'une discussion, il y a des gens qui sont déjà, enfin des municipalités qui sont déjà engagées dans un processus. Ah non, en discussion. En fait. Non, il n'y a que de la discussion. Pour être très clair, c'est les communes du cadran sud-ouest n'ont pas les moyens financiers pour construire cette piscine. Non, mais je pensais qu'il y avait une petite divergence. Non. Donc on est tous en train d'essayer de regarder au mieux pour savoir la faisabilité ou pas d'une piscine. Une précision supplémentaire, la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse a donné un avis favorable à l'unanimité à la reconduction de cette convention. Avez-vous d'autres commentaires? Oui, Madame Delru. Moi, j'ai un petit commentaire sur le fait qu'on était opposé au projet. Je rappelle qu'on n'était pas opposé au projet, mais opposé au projet tel qu'il nous était présenté à l'époque. Et je vous ferai remarquer que vous avez amendé le projet avec toutes nos remarques, puisque le parking n'a pas été fermé en entier. Il y a eu des filets pour les crottes de pigeons. Il y a eu un animateur de mis en place pour occuper les enfants, etc., etc. Donc nous n'étions pas opposés au projet, mais la façon dont il était présenté avec toutes les incertitudes qu'il y avait. C'est un peu agaçant d'avoir toujours ce résumé et ce raccourci. Très bien. Bon, c'est bien. D'autres, Madame Paquet. Je ne peux que confirmer ce que vient de dire Madame Delru. Nous étions effectivement pas contre l'installation d'un bassin mobile. On était défavorable à la façon dont ça s'était mis en place. Et effectivement, nous avons tous participé activement à ce que ça se passe dans de meilleures conditions. Moi, j'avais d'autres informations. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'échanger aussi sur un certain nombre de choses. Effectivement, cette convention, elle concerne le partenariat avec l'Éducation nationale et nous allons voter pour, au vu du service rendu pour l'apprentissage de la natation, qui est effectivement obligatoire pour les enfants. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. On restera toutefois vigilant à la mise en place des conditions pédagogiques du prestataire. Il y a eu des retours l'année dernière sur des petits détails, donc attention toutefois à ce que ce soit amélioré. D'autre part, comme vous l'avez signalé, Madame Mériadec, d'autres usages de ce bassin ont été mis en place pendant l'été, dont en particulier des usages mis en place par natation avec la possibilité d'accéder au bassin en payant. Nous nous interrogeons dans le cadre d'un plan canicule qui pourrait revenir. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager que les pèlerinats puissent profiter à titre gratuit de ce bassin en période de canicule? En tout cas, nous avons demandé lors de la dernière commission à ce que soit évoquée la mise en place d'un avenant à cette convention pour que tous les usages qui sont faits en dehors de cette convention avec l'Éducation nationale soient précisés et discutés en commission et éventuellement délibérés par ce Conseil. Moi, je vais tenter une réponse là sur le plan canicule. Donc le bassin fait 5 mètres sur 12. Donc tous les pèleriniers, ça va être très compliqué. Et puis je vous rappelle que l'eau est chauffée à 28, 29, 27, j'exagère, à 27 degrés. Donc voilà. Donc c'est pas le meilleur moyen pour se rafraîchir. Si vraiment on doit aller se rafraîchir, il y a un moyen qui peut accueillir, enfin il y a un lieu qui peut accueillir beaucoup de place, c'est l'église. Et là il fait frais. C'est quand même pas si, tout à fait certaines communes le font. Hein. Je ne savais pas qu'on pouvait nager dans une piscine, mais bon. Si, voilà. On va installer un pédiluve, c'est ça à l'entrée? Voilà, c'est un bâtiment communal d'église. Hein. Voilà. Je vous laisse assumer cette position. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention 6 jointe définissant les moyens mis en œuvre pour mettre en place l'apprentissage à la natation en milieu scolaire. Autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à la petite enfance, enfance et la jeunesse à signer ladite convention, les avenants et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Écoutez, je vous remercie.
Donc maintenant, nous avons un volet culture, démocratie participative et manifestation. Donc on va commencer par la première délibération qui concerne l'attribution d'une subvention de projet à l'école de musique pour le spectacle de fin d'année. Alors avant de laisser la parole à Paul Brunet, je souhaite apporter une précision sur les subventions qui arrivent un petit peu comme ça en fin de parcours. Donc pour l'année prochaine, on ne les prendra pas en considération. Les subventions de projet doivent être déposées dès le départ. Et pour nous faciliter au niveau du budget. Alors c'est sûr que les sommes que l'on va évoquer ne mettront pas le budget en péril, mais voilà. Donc c'est à l'attention des différentes associations de bien préparer leur projet. Donc je laisse la parole à Paul Brunet. Oui, monsieur le maire, donc il s'agit d'attribuer une subvention d'un montant de 90 € pour permettre de boucler le budget de ce spectacle de fin d'année qui a été un franc succès. Pardon. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Jackie. Oui, donc vis-à-vis de cette subvention, je suis un peu étonné que la LP Section Musique fasse ce genre de demande de projet, sachant que pour moi, il s'agit d'une manifestation récurrente qui fait partie du fonctionnement normal de cette section, qui est déjà subventionnée pour son fonctionnement par le biais d'une convention. Donc, pour savoir que pour l'avant 2022, celle-ci était de 13 790 € pour 70 élèves pèlerinés. Et également, effectivement, comme l'a signalé monsieur le maire, par rapport au délai de réalisation de cette demande qui intervient alors que la manifestation est déjà réalisée. Donc heureusement que ce budget n'est pas important, parce que s'il avait dépassé 5 000 €, vu l'application des critères, on aurait dû faire une convention, et une convention alors que la manifestation est déjà passée, c'est compliqué de définir les devoirs de chacun dans cette convention, à partir du moment où la manifestation est déjà réalisée. Donc c'est pourquoi je m'abstiendrai pour cette demande. Donc je rejoins Jackie sur le principe, d'où l'intervention de monsieur le maire avant, en introduction de cette délibération. Il est évident que c'est mieux de déposer la demande de subvention avant la tenue du projet. Voilà. En l'occurrence, là, la commission s'est prononcée à l'unanimité pour verser les 90 € attribuables. Pour compléter, les deux autres délibérations où effectivement c'est des demandes de subvention, pour le bac à sable, c'est pareil, la manifestation est déjà passée, mais la demande a été déposée avant. Mais effectivement, le calendrier donc, des commissions et du conseil n'ont pas permis de la traiter avant, quoi. Et c'est également vrai pour la PVR, qui avait déposé sa demande avant. Mais à l'avenir, il faudra prévoir, là je pense effectivement il y a quelque chose à faire, comme l'a dit monsieur le maire. On va essayer de fixer une date. D'ailleurs, avec les nouveaux critères, on mettra un petit mot. J'ai vu avec Gwenaël Mingui. On mettra un petit mot, on mettra un délai suffisamment conséquent de prévenance, de réalisation de cette demande, pour effectivement que ça puisse passer en commission, puis en conseil. Voilà. Très bien, merci pour toutes ces précisions, monsieur Plénaud. Oui, monsieur Dréan. J'aimerais juste apporter une petite précision. C'est bien sur le fait que la subvention était demandée une fois le projet réalisé, parce que sur le fait que les subventions au projet doivent être demandées en début d'année, on a dit exactement l'inverse pendant tout le groupe de travail sur les subventions. Les demandes de projet peuvent être déposées n'importe quand dans l'année. Oui. Mais avant les projets, j'entends. Avant, c'est ça. Si on appelle ça projet, vous n'avez pas dit tout à fait la même chose tout à l'heure. Un projet, c'est bien avant. C'est avant, ouais. Il ne faut pas que, en fait, en gros, que la demande de projet vienne régulariser les comptes. C'est ça, pour parler plus franchement. D'autres questions sur ou interrogations sur cette délibération? Mais écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à approuver le montant de la subvention de projet allouée à l'école de musique pour un montant de 90 €, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer des conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Jackie Plénaud, Anna Lecause. Qui est pour? Écoutez, le reste.
Merci. Délibération suivante, elle concerne donc l'attribution d'une subvention de projet à l'association pèlerinaise des voitures rétro pour leur anniversaire des 20 ans de l'association. Monsieur Brunet. Oui, effectivement, nous y étions présents pour célébrer avec eux les 20 ans de cette belle association et pour boucler leur budget à l'occasion de cet événement, nous leur proposons de leur verser 240 €. Avez-vous des questions sur cette délibération, sur cette attribution? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons mettre aux voix. Le conseil municipal est invité à approuver le montant de la subvention de projet allouée à l'APVR d'un montant de 240 €. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Délibération suivante, elle concerne l'attribution d'une subvention de projet à Cap aux Pèlerins pour le marché de Noël. Donc là, ça va être présenté par Madame Lallemand et par Monsieur Brunet. Tout à fait. Donc en préambule à l'intervention de Monsieur Brunet sur la délibération, je souhaite souligner donc l'investissement de Cap aux Pèlerins pour la commune, donc l'association de commerçants, artisans et professionnels aux Pèlerins, qui est jeune, à peine d'1 an. Et si le projet de Noël de l'association a retenu notre attention, c'est qu'il est particulièrement riche en animation. Vous trouverez le programme dans le prochain journal municipal qui va être distribué dans vos boîtes aux lettres dans les jours à venir. À toi, Paul. Merci Valérie et merci pour tout le travail que tu as mené de coordination avec la ville et l'association Cap aux Pèlerins pour la tenue de ce marché de Noël. Nous sommes donc invités ce soir à voter une subvention d'un montant de 3 500 € pour permettre la tenue de ce premier marché de Noël aux Pèlerins. Et est-ce qu'il y a des questions? C'est un bon raccourci. Attention, destruction de matériel, ça va chercher loin. Ça va chercher loin. Oui. Allez, Monsieur Moussu. Je voulais intervenir. Donc, nous voterons donc cette convention, mais toutefois, nous déplorons que le sujet n'était pas à l'ordre du jour de la commission. Nous aurions souhaité avoir plus d'informations sur l'organisation de ce marché, on l'apprendra par les NDP, au regard du coût estimé. C'est pour cela que nous souhaitons, après cet événement du 3 décembre prochain, avoir un retour sur l'engagement financier et les pertes éventuelles de l'association pour ajuster le tir en plus ou en moins pour 2023. Comme chaque événement important soutenu par la ville, il y a toujours un bilan qui est fait a posteriori, donc nous ne manquerons pas de le faire, de vous en informer. Et nous vous remercions de soutenir ce marché de Noël qui est très important pour notre ville. Madame Paquet. L'intervention va un peu dans le même sens, pas tout à fait, toutefois. Sur la forme, tout d'abord, lors de la commission culture, cette demande n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Elle a été rajoutée à la dernière minute, le dossier étant tout frais du jour. Et première question, pourquoi une telle précipitation? Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'anticiper, de prévoir la tenue d'une commission vie économique et tourisme, qui avait d'ailleurs, lors de la première, l'année dernière, c'est cette commission qui avait attribué la subvention. Donc ça, c'est quand même très, très étonnant et c'est un peu dommage parce que là, on va vous présenter tout à l'heure des nouveaux critères d'attribution de subventions. Ça ne va pas dans le même sens. Donc il va falloir quand même que les pratiques changent assez rapidement pour qu'on arrive à aboutir à un mode de fonctionnement qui nous permette, nous, aux élus, d'avoir les tenants et les aboutissants avant de prendre position sur un dossier. Sur le fond, les marchés de Noël se multiplient aux Pèlerins, c'est bien. Hein. Il y a le marché des créateurs qui va se tenir fin novembre. Il y a 2 marchés de Noël qui vont se tenir le 3 décembre, voire 3, puisque j'ai cru comprendre aussi que la Sogémar participerait sur la place des Halles, pendant le marché. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est peut-être une fausse information.
Non, non, c'est pas une fausse information. Il y a pour la première année, donc la commune a souhaité avoir un marché de Noël propre. Donc on l'a confié à la Sogémar qui s'occupe des marchés. Donc lui, ce marché aura lieu le samedi vers début 15h, je crois, le samedi et le dimanche. Et après, donc à la place Commandant l'Herminier, donc là c'est le marché de Noël de Cap aux Pèlerins qui a lieu le samedi. Donc, en tout cas, on va avoir une multitude de... Un week-end de Noël. Un week-end de Noël avec des artisans qui n'auront pas le don d'ubiquité. Hein, donc, c'est quand même un peu surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de concertation et de coordination avant la mise en place de ce grand week-end de marché de Noël. En tout cas, le risque qu'on y voit, c'est que ce soit un peu... que certains commerçants soient hors sol, hors le pèlerin. Donc moi je trouve que l'intérêt c'était quand même de favoriser tous les artisans de la commune. Donc bon, c'est quand même assez bizarre comment les choses se sont mises en place. En tout cas, comment nous l'avons perçu, comment on a été très peu associés, en tout cas mis un peu devant le fait accompli. C'est pas qu'on ne soutient pas la vie économique et locale, mais on aurait aimé une vision plus globale et plus anticiper des choses pour qu'on puisse donner notre avis de façon très éclairée. Et c'est pourquoi on a décidé, avec M. Michneau, qui n'est pas là, de nous abstenir ce soir. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Madame Paquet. Vous avez le droit. Ah ben, certainement, et je persiste. Tout a été fait dans les règles. Nous avons commencé en premier. Donc la commune a demandé à avoir ce marché de Noël. Donc ça a été fait. Et après, donc, Cap aux Pèlerins est venu se greffer, et voilà. Donc, ça a fait ce marché. Ça fait déjà pas mal de mois que ça s'est ancré. Après, on a demandé à Madame, j'ai plus son nom, qui fait le marché de Noël à Cassin, Madame Tardivelle, voilà, de se joindre à nous. Et elle a préféré rester à Cassin. Donc, voilà. Et après, donc, il y a le marché des créateurs qui a son local rue de l'Enclos. Et après, nous avons une dissidence de Cap aux Pèlerins qui, elle, fait son propre marché de Noël le même jour chez elle, dans son local. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et le projet de Cap aux Pèlerins, c'est bien de faire travailler en priorité les artisans et les commerçants du pèlerin. Donc ce sera intéressant de voir dans ces petits chalets combien d'artisans pèlerinais seront. Ce sera intéressant d'avoir le bilan de ce marché de Noël. Pour autant, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il y ait une animation sur le pèlerin avant Noël. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non. Et pour être tout à fait transparent avec vous, on a demandé, la commune, enfin nous avons demandé à ce que les montants demandés aux commerçants soient identiques aussi bien à ceux qui seront sous les halles qu'à ceux qui seront à la place Commandant l'Herminier. Il y aura la même redevance. D'accord. Ça aurait été quand même vraiment bien qu'une commission vie économique et tourisme se réunisse. C'est pas la commission vie non, économique. Alors, je vais laisser Paul Brunet expliquer. Voilà. C'est le marché de Noël, c'est avant tout un moment culturel. Enfin, c'est ancré dans l'histoire du pays depuis des centaines d'années. Voilà, le marché de Noël, c'est le marché de Noël. Alors bien sûr, c'est devenu un événement qui permet de faire du commerce, mais avant tout, c'est quelque chose de culturel, un marché de Noël. C'est de l'animation. Voilà, c'est une animation. Et puis c'est une animation, c'est une manifestation. Vous auriez dû l'inscrire dans l'ordre du jour de cette commission et au moins on aurait pu en toujours, prendre... Mais c'est pas toujours aussi facile. On a des acteurs économiques qui n'ont pas non plus beaucoup de temps disponible. On a les agents de la ville. Il fallait que la subvention soit votée, qui perçoivent la subvention avant que l'événement ait lieu. Donc voilà, tous ces facteurs font que on a eu la délibération le jour J, mais ça n'empêche pas de la discuter et puis d'en reparler avant le Conseil. On devait nous fournir des éléments supplémentaires qu'on n'a pas reçus. Lesquels ? C'est dommage. Lesquels ? Qu'est-ce qui vous manquait comme élément ? Concrètement, le jour de la commission, on a quand même échangé sur le fait qu'il nous manquait des informations. Vous étiez en visio, vous n'avez peut-être pas tout entendu, Monsieur Brunet, mais c'est ce qu'on a demandé. Et on n'a pas reçu ces informations. Lesquelles ? Les informations concernant le budget, quel était le nombre de commerçants qui seraient du pèlerin, comment ce serait installé, etc. Bon, ne me faites pas refaire la commission.
Et, en tout cas, cette commission, je m'en souviens parce que vous m'avez parlé de fin d'abondance, machin, donc ça m'a un peu énervé, en fait, l'état d'esprit de cette commission. Non, mais je vous le dis. Voilà. On a de la chance d'avoir des commerçants qui s'engagent pour faire vivre le pèlerin, pour que du monde vienne sur la ville ce week-end-ci. Et pendant la commission, on m'a parlé d'abondance, que non, il ne fallait pas faire de marché de Noël. Voilà, ça m'a un peu énervé. Ça m'énerve encore, d'ailleurs. Ne caricaturez pas, monsieur Brunet. Ne caricaturez pas. Voilà. Donc, il aurait fallu sans doute ne rien voter le jour de la commission. C'est pas ce que j'ai dit. Très bien. Bon, bah écoutez. Nous, le message, il est clair. Ouais. On veut encourager nos commerçants, l'association des commerçants. Et puis, on aura probablement la chance que l'année prochaine, la subvention sera probablement moins importante parce que cette année, il y a des coûts fixes qui font qu'ils auront à acheter moins de choses l'année prochaine. Donc, voilà, enfin, c'est une première. On ne peut que soutenir cela, quoi. Et vous aurez tous les éléments que vous souhaitez après l'événement, sans problème. Très bien. Bah écoutez, nous allons passer aux voix. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le montant de la subvention de projet alloué à Cap aux Pèlerins d'un montant de 3 500 €. Approuver la convention de partenariat. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc, nouvel élan, monsieur Labarre, madame Pérez. C'est bon? Qui est pour? Voilà. Je vous remercie. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation de l'étude urbaine, donc présentée par Brigitte Doucet. Donc l'étude urbaine, qu'est-ce que c'est qu'une étude urbaine? En fait, c'est l'élaboration d'une stratégie d'évolution du bourg à moyen et long terme. Alors, pour cela, la commune, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, s'est dotée de 2 partenaires, le département, pour l'opération Cœur de Bourg, Cœur de Ville, et également Nantes Métropole. Donc, je passe sur l'étendue, le budget, etc., parce que ça a déjà été évoqué, et donc on va attaquer directement sur le périmètre. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, le périmètre au départ était beaucoup plus restreint, puisqu'on s'était le secteur en jeu était essentiellement la rue de la Jouardet, avec un enjeu d'urbanisme et de commerce. Aujourd'hui, grâce à un nouveau contexte, on a pu étendre le périmètre de l'étude des quais de Loire jusqu'à Cassin, et puis le futur pôle sportif qu'on voit en bas de la carte à gauche. Avec plusieurs secteurs en jeu sur le plan. Donc si je remonte... vous avez le futur pôle sportif entouré de violet, ensuite vous avez l'espace Cassin, ensuite les terrains de foot qui ont vocation à partir du coup dans le pôle sportif, et ensuite on remonte avec tout le mail commercial jusqu'à Intermarché, et puis ensuite on arrive donc rue Sourdille, et puis les quais, sans oublier la poste, sans oublier le secteur à côté de la gendarmerie qui est aussi en devenir, puisqu'il y a l'actuel centre technique municipal qui va aussi déménager, et donc qui offrira une surface à exploiter. Et puis en haut à gauche, l'espace occupé actuellement par la caserne des pompiers, qui est aussi quelque chose qui va se questionner, un espace qui va être questionné. Voilà pour le périmètre. Alors, donc on a choisi, comme vous disiez monsieur le maire, on a choisi, l'ensemble des partenaires ont choisi donc le cabinet Formasis, cabinet d'études Formasis, qui est en fait l'entité juridique, c'est Super 8, mais on va passer dessus. Donc Formasis, c'est la direction du projet. C'est une équipe de 3 chefs et chefs de projet urbanisme et paysage. Ils sont garants, eux, du respect du planning. Et puis, ils vont produire à chaque étape une synthèse du projet, de l'avancée du projet. Alors ensuite, Formasis est encadré d'un collège d'experts, donc 4 cabinets aussi d'études. Donc Atelia, qui est spécialisé en aménagement urbain, déplacement, environnement, voirie et réseaux divers. Intensité pour l'urbanisme commercial. BOC pour la programmation, montage opérationnel, et puis Radar pour la sociologie, concertation et communication. Et au passage, ce qui a fait pencher la balance sur cette
sur cette entité, sur ce collège d'experts, c'est justement la compétence concertation et participation citoyenne. Alors ensuite, également, cette équipe a bien compris le contexte et les enjeux. Alors je vais faire rapide parce que c'est quand même très important comme rendu. Mais d'abord, pour le cœur de bourg historique, on a l'intérêt patrimonial avec sa topographie, les perspectives, bord de Loire, ruelles, venelles, placettes. Donc là, il y a un enjeu de préservation. L'intérêt commercial avec les commerces sur le quai, rue Sourdis, les Halles, le marché du samedi. Là, il y a un enjeu d'accessibilité, de valorisation. Et puis, il y a un intérêt environnemental avec les espaces verts en bord de Loire, les espaces de respiration. Là, il y a un enjeu de valorisation également et de qualité de vie. Ensuite, la deuxième jambe du projet, c'est la Joirdet, qui est une artère polarisante. Donc, avec ses équipements divers, écoles, équipements sportifs, commerce. Donc, Joirdet-Sourdis, quand même, qui sont des axes de développement pour la commune. Là, il y a des véritables enjeux d'organisation de la mutation du foncier pour permettre une offre complète de proximité et en renforcer l'identité. Alors ensuite, le plan guide déterminera l'articulation et répondra aux questionnements des sites de projet. Deux grands liens majeurs à valoriser, donc cœur de bourg et Loire, c'est-à-dire du quai du commandant l'Herminier jusqu'à l'EHPAD, en gros, et cœur de bourg et entrée de ville. Et là, on va jusqu'à Cassin, l'entrée de ville étant Cassin. Deux actions majeures pour redynamiser le cœur de ville, donc réenchanter le parcours marchand et analyser le foncier pour un renouvellement urbain dans le respect du patrimoine et du paysage existant. Donc également, ambition écologique partagée et annoncée fort et claire par les experts. Donc pour rechercher un équilibre entre qualité et confort des aménagements, atténuation des coûts financiers et environnementaux. Alors par exemple, adapter les plantations avec des espèces locales, choix d'essences végétales économes et à faible entretien, et puis aussi la problématique des eaux pluviales, donc privilégier la récupération, la rétention, l'infiltration. Ensuite, donc la coproduction de l'étude, en fait la gouvernance du projet, comité de pilotage, revue de projet, comité technique, entretien avec les personnes ressources, habitants, commerçants, acteurs locaux, ateliers thématiques. Voilà, toutes sortes de bouillonnements d'idées et de personnes concernées. Et puis la concertation citoyenne à toutes les phases de l'étude, les habitants issus des instances citoyennes qui se sont déjà inscrits, les habitants rencontrés aussi, parce que là, justement, l'atelier, le cabinet d'experts qui a été retenu est très dans le aller vers, en fait. C'est vrai qu'il y a des groupes déjà constitués, mais ils sont aussi très favorables à aller au-devant des habitants, aller vers les habitants pour les interroger. Voilà. Alors, il propose des portraits d'habitants, des réunions, des ateliers brainstorming et des balades urbaines. Et donc, 3 phases pour cette étude. On est parti pour 18 mois, puisque ça a été, on a démarré la semaine dernière, on a signé la semaine dernière. Donc, en gros, 6 mois pour chaque phase. Première phase diagnostique, qui est une phase plutôt ascendante, puisque c'est une démarche immersive avec un regard pragmatique, des observations et de l'écoute. D'accord ? Et là, le diagnostic va permettre de définir des enjeux et des invariants, c'est-à-dire ce à quoi il ne faut absolument pas toucher, qu'est-ce qui fait la force de notre bourg. Ensuite, deuxième phase, fort de ce diagnostic, les professionnels, les prestataires vont proposer des scénarios programmatiques pour... alors là, ce sera sujet à débat. En fait, ils ont beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que ça interpelle et il faut que ça qu'on convienne ensemble de ce qui est acceptable, ce que les habitants peuvent accepter. Et pour la troisième phase, alors là, on est dans la formalisation d'un plan guide, mais là, toujours avec des échanges, par des expressions du projet global.
Alors notre démarche aujourd'hui est vous avez compris, de redynamiser les activités du bourg, d'en faciliter l'accessibilité, la promenabilité, en co-construisant un projet avec les acteurs et les habitants du bourg et des villages, tout en préservant l'identité de notre bourg. Nous avons à cœur, notre équipe a à cœur de préparer le bourg aux défis présents et à venir. Et pour compléter le dispositif, et pour répondre à votre interpellation, Monsieur Labarre, pendant la commission, pour compléter ce dispositif participatif, l'ensemble des élus de ce conseil municipal sera convié à des réunions ponctuelles, alors 5, 6, 7 semaines, tout dépend du calendrier, qui seront des réunions à la fois descendantes, c'est-à-dire qu'on évoquera où en est l'étude, quelles démarches ont déjà été effectuées, qu'est-ce qui ressort d'ores et déjà, et également pour pouvoir vous faire ascendante, parce que vous serez sollicité pour faire des propositions, faire des remarques, apporter votre contribution. Voilà, c'était la réponse à votre interrogation. J'en ai terminé. Très bien. Est-ce que vous avez besoin d'explications ou des interrogations, Monsieur Moussu? Concernant les projets qui sont déjà en haut, c'est-à-dire, je parle du pôle sportif et de la place du commandant L'Herminier qui doit être remanié, ça va être intégré dedans ou c'est déjà en route? Alors, j'ai effectivement, concernant la place commandant L'Herminier, donc en fait, il y avait deux entités qui étaient prêtes à intervenir. Une qui s'appelle le pôle sud-ouest, puisqu'en fait, dans notre plan pluriannuel d'investissement, on a prévu de refaire, enfin de remodeler cette place commandant L'Herminier. Et dans Cœur de Bourg, donc c'est également présent. Donc j'ai demandé à la première réunion que ça soit traité en priorité, je vais chercher un autre mot, que ça soit traité en priorité. Donc ils sont tous mis d'accord. Et surtout, ça nous permettra d'avoir des subventions du département pour la remise, pour la réfection de cette place commandant L'Herminier. Donc on pourra ressortir des sous de notre PPI qui n'auront pas été mis là-dedans. Voilà. Donc c'est un peu mercantile, mais on pourra mettre ces sous de PPI sur d'autres projets. J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, Formacis ne va pas que s'occuper de la place du commandant L'Herminier. Si. C'est, on a demandé à Formacis de s'occuper en priorité. Ah, voilà. C'est ça, parce qu'en fait, le délai... Au regard du budget... voilà, c'est ça, parce que notre PPI, elle est sur le mandat, donc on doit l'utiliser pendant ce mandat. Voilà. Autre, Madame Paquet. Oui, alors je suis fortement satisfaite de voir que le périmètre de l'étude s'est effectivement élargi par rapport à vos projets de départ. C'était dans nos attentes, on l'a exprimé à plusieurs fois, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'avais une question toutefois concernant dans quelle temporalité vous vous projetez sur cette étude urbaine. Jusqu'à quand vous envisagez, jusqu'à quelle année finalement ce projet se projette? Alors, on construit la ville de demain en fait. Donc on envisage le bourg de demain. Alors demain c'est demain c'est 2000. Non mais faut que ça soit des solutions durables. Voilà. Donc on se dit 10, 15 ans, mais on n'a pas j'ai pas de date à vous donner. J'espère bien. Enfin, il y aura des projets qui auront une durée bien plus longue. Mais après, ça dépend aussi parce que le subventionnement, le fait d'avoir nos partenaires, non seulement ça nous aide à payer cette étude urbaine, du coup, qui nous a élargi effectivement notre périmètre, mais c'est aussi l'occasion d'avoir des subventions aussi lors de projets à l'intérieur. Il va y avoir une production de fiches actions que l'on va étudier dans la temporalité. On est aidé aussi, il y a une partie du cabinet d'études qui a cette compétence-là aussi, pour ne pas obérer, quand on se lance sur un projet, pour ne pas obérer l'avenir. En fait, c'est tout l'art de professionnels qui nous accompagnent
Et pour vous donner un objectif daté, c'est compliqué. J'avoue que là, je ne sais pas vous répondre. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez demandé. En fait, vous nous dites, vous étiez un peu mesquin uniquement avec vos 50 000 euros sur la rue de la Jouardée. Oui, on a le budget qu'on a, donc on a priorisé cette rue. Et après, donc, effectivement, on a eu l'opportunité de se mettre dans le programme du département, Cœur de Ville, Cœur de Bourg, donc ce qui nous a bien aidé. Et après, au niveau de la métropole. Et c'est ce qui a fait donc grossir un petit peu. Donc on a eu quelques réunions avec la métropole qui nous a dit non, mais mettez ça. Et en fait, on est arrivé à une patatoïde quand même relativement importante. Mais au début, c'était que 50 000 euros. Et 50 000 euros, c'est la rue de la Jouardée. Non, mais c'est bien, on a réussi à pousser vers du plus. C'est une bonne chose. Enfin, vous n'avez rien poussé du tout, c'est nous qui nous sommes poussés pour aller chercher... On vous a quand même incité à le faire. On a je m'en rappelle contribué... pas. Bon, vous avez peut-être une... Moi, je m'en rappelle pas. Je ne sais pas, c'est bizarre. Vous n'avez pas dû lire ce qu'on écrit. Monsieur Gavouillère. Je ne sais pas si c'était le sens de la question de Madame Paquet, mais moi, j'ai une question, je n'ai pas bien compris quelle était la durée de l'étude et quand ces conclusions seront achevées, seront portées à la connaissance du public. Ah oui, alors, normalement, le public est associé autant qu'il se peut. Et donc, l'étude durera, en fait, il y a une proposition de plan guide dans 18 mois. C'est-à-dire, chaque phase diagnostic, phase scénario et la phase de présentation du plan guide, en gros, font chacune 6 mois. 18 mois. Maintenant, on a signé la semaine dernière et on commence demain, pour ne rien vous cacher, on fait une balade avec tous les protagonistes des cabinets d'études demain matin. Très bien. Écoutez, donc c'est un sujet très intéressant. Donc effectivement, comme l'a dit Madame Doucet, on viendra vers vous de façon régulière pour vous expliquer tout ça. Maintenant, nous allons passer à la présentation des nouveaux critères de subvention. Donc je laisse la parole à Jackie Plénaud. Oui, donc je vais commencer, et puis mes petits camarades vont poursuivre. Donc avant de lancer cette présentation, je tenais déjà à remercier en fait tous les membres de leur investissement, tous les membres de ce groupe de travail pour leur investissement, mais également une mention particulière quand même pour notre responsable du service culture et sport, qui a pour la logistique de nos réunions, mais également pour son expertise vis-à-vis des associations pèlerinaises qu'elle connaît parfaitement. Et également, je tiens aussi également à remercier les responsables des associations qui nous regardent peut-être ce soir pour leur participation, par le biais du questionnaire qu'on leur avait transmis, du forum où on les a rencontrés, et une réunion du groupe de travail où ils se sont invités. Donc on a repris effectivement, tous leurs desiderata, on a exploité pleinement tout ce qu'ils nous ont demandé. Donc, sachant que ces travaux ont été réalisés à égalité de membres, majorité-minorité, la présentation qu'on va vous présenter maintenant, voilà, le slide qu'on va vous présenter maintenant, qui est une présentation simplifiée, vous sera présentée donc conjointement avec Christian Dréan, Françoise Paquet et moi-même. Donc vous voudrez bien nous faire part de vos commentaires à la fin de la présentation. Donc on peut dérouler. Alors le sommaire. Donc on va vous dire pourquoi on a souhaité faire la refonte des critères, des subventions qui existaient déjà, qui avaient le mérite d'exister, mais qui se devaient d'être revus. Ensuite, on va vous présenter le tissu associatif pèlerinais. Alors c'est la version de 2021. Après, on va évoquer effectivement l'implication des associations. Donc on a effectivement, comme je venais de vous le dire, on leur a demandé de donner leur avis sur les critères. Et on en a tenu compte. Après, on vous présentera les nouveaux critères qui seront appliqués pour les demandes qui sont en cours. Et après, donc, on vous dira un petit peu comment seront appliqués les nouveaux critères. Donc, Christian, c'est à toi. Oui. Donc, pourquoi la refonte des critères de subvention culture et sport ? Pour actualiser des critères qui faisaient débat à peu près à chaque commission et pour construire une grille transparente et équitable avec des critères objectifs. Pourquoi un groupe de travail ? Le sport et la culture n'étant pas gérés par une commission unique,
Il nous fallait donc créer un groupe de travail élargi pour une refonte cohérente entre ces deux domaines. Sa création était décidée lors d'une commission culture, démocratie participative et manifestation du 25 janvier 2021. Ce groupe de travail est régi par une note de cadrage du 10 mars 2021. Il est composé de 3 élus de la majorité et 3 élus des minorités. La mission était donc d'établir de nouveaux critères d'attribution des subventions aux associations culturelles et sportives. Alors, en quelques mots, voilà un camembert qui vous présente le tissu associatif pèlerinais. Il faut savoir que si on additionne donc les associations sportives qui constituent 48% des associations et les 28% de la culture, on arrive à un total de 76% des associations pèlerinaises qui sont concernées par ces critères de subvention sur lesquels nous avons travaillé. Alors, comme évoqué précédemment, on a fait participer, on a associé les associations donc, à nos travaux. Pour ce faire, on a élaboré un questionnaire, ça a été le début de nos travaux. On a établi un questionnaire pour un retour attendu, on l'a envoyé le 19 avril avec un retour attendu le 3 mai. On l'a un peu prolongé parce qu'on avait très peu de réponses. Donc on a eu 22 réponses sur 72 associations, ce qui fait très peu, mais sachant que les 72 associations, c'est beaucoup, on avait la liste complète des associations qui sont déclarées, mais certaines ne sont plus en activité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu très peu de retours. On a également donc, rencontré les associations lors du forum de 2021. On a pu avoir 5 retours supplémentaires. Et on a également convié, donc, lors des demandes de subvention de l'année dernière, de 2021, aux associations si elles étaient disposées à participer à l'une de nos réunions de travail, ce qui a été fait, où on a eu 9 associations qui ont été présentes. Et là, on a pu exploiter un petit peu, ça nous a conforté dans l'avancée de nos travaux à ce moment-là. Et ça nous a aussi permis de travailler à partir des desiderata de ces associations. Je pense notamment au fait qu'ils voulaient une simplification des dossiers, ce qui a été fait. On est passé de 16 pages à 8 pages pour le dossier de demande de subvention de fonctionnement. Et on a aussi scindé ces demandes-là de fonctionnement avec celles de projet, pour ne faire que des dossiers spécifiques. Et également, donc, ils ont demandé aussi à ce qu'il y ait plus de communication, ce qui sera fait par le biais des demandes de projet, où on leur demandera de les défendre devant les commissions compétentes, hein, si effectivement ça dépasse un budget de 5 000 €. Et également pour les demandes d'investissement. Prochain slide. Christian. Donc les priorités qui ont été retenues par le groupe de travail sont réparties en 5 catégories. La première catégorie concerne les adhérents et les bénévoles. L'objectif est de favoriser l'accès des jeunes et des seniors et d'encourager le bénévolat. La deuxième catégorie, c'est l'accessibilité et la tarification sociale. C'est favoriser les associations qui proposent des activités aux personnes en situation de handicap et celles qui pratiquent une tarification sociale. La troisième catégorie, c'est l'animation communale et la diversité des pratiques. C'est favoriser les associations qui animent la commune, manifestations gratuites, participation à des actions citoyennes, etc. et celles qui créent de nouvelles activités. La quatrième catégorie, c'est la qualité d'encadrement. On souhaitait favoriser l'encadrement de qualité par la formation des bénévoles, l'emploi de salariés ou l'achat de prestations de services avec du personnel qualifié. La dernière catégorie, c'est la représentativité de l'association. Donc, c'est favoriser le rayonnement sur la commune et au-delà. Donc, les activités de loisirs, la compétition et le niveau de pratique de la compétition. Ces 5 priorités qui seront connues, et donc connues ce soir, des associations, seront appliquées pour les subventions de fonctionnement, de projets et d'investissement. Alors, je vais vous parler d'abord donc des subventions. Donc, on est bien dans la subvention de fonctionnement. La première catégorie qui vous a été présentée par Christian, c'est donc la catégorie 1, adhérents et bénévoles. Et pour cette catégorie, nous avons déterminé 2 objectifs principaux. Alors là, sur la slide, c'est difficile à lire pour vous. Donc... Un petit contrôle roulette, Alain, s'il te plaît. Petit contrôle roulette. Alors, le premier objectif est de favoriser l'accès des jeunes et des seniors
de la collectivité aux associations. Et pour cela, nous avons déterminé un certain nombre de critères. Le nombre de licenciés adhérents pèlerinais mineurs, le nombre de licenciés adhérents pèlerinais majeurs, les seniors de plus de 65 ans et les moins de 10 adhérents. Le deuxième objectif, c'est de favoriser les associations soutenant le bénévolat. Et donc là, la part de pourcentage de bénévoles licenciés ou adhérents sera pris en compte dans les critères. La catégorie 2, donc, qui est relative à l'accessibilité. Alors, on a donc divisé en deux sous-catégories. Une, effectivement, où on favorise les associations qui proposent des activités aux personnes qui sont en situation de handicap, et celle qui favorise la pratique et une tarification sociale. Là, effectivement, pour les activités, pour les personnes en situation de handicap, on comptabilisera le nombre de bénévoles licenciés ou adhérents qui sont en situation de handicap, et les associations qui mettent en place des moyens ou dispositifs spécifiques pour faciliter l'accès aux personnes porteuses de handicap. Pour la tarification sociale, deux catégories différentes, celles qui pratiquent la tarification famille nombreuse et autrement celles qui pratiquent la tarification dégressive en fonction du QF. Donc la troisième catégorie concernait l'animation communale. Et on a donc décidé de favoriser les associations qui animent la commune et les associations qui, par le biais de leur activité, créent de la nouveauté. Pour ce qui concerne l'animation, on a distingué plusieurs catégories. Donc l'organisation de manifestations à but lucratif ou pas, la participation à des manifestations organisées par la municipalité, en dehors du forum bien sûr, la participation ou l'organisation de manifestations interassociatives et la participation ou l'organisation de manifestations citoyennes. En ce qui concerne la nouveauté, proposition d'activités novatrices et création de nouvelles activités au sein d'une association qui existerait déjà. Pardon. Pour la catégorie 4, il s'agit de favoriser un encadrement de qualité. Pour ça, on a déterminé plusieurs aspects. La formation diplômante qui sera valorisée en fonction des dépenses engagées par l'association, les formations en interne qui seront valorisées en fonction des dépenses engagées par l'association, les prestations de services qui seront valorisées en fonction des dépenses engagées par l'association et l'emploi de salariés qui sera valorisé en fonction des dépenses engagées par l'association. Et pour finir avec les subventions de fonctionnement, donc pour la catégorie 5, alors c'est là où on a une différenciation entre la culture et le sport. Parce que pour la culture, donc on va effectivement juger de son rayonnement. Soit c'est sur la commune, ou sur les communes voisines, ou sur le département, ou sur la région, ou sur la France, et voire plus. Par contre, pour le sport, c'est par son niveau de compétition. Donc soit c'est une activité de loisir, et après, c'est de la compétition de niveau départemental, régional, interrégional et national. On a aussi travaillé sur les subventions projets, donc utilisées pour la réalisation de manifestations exceptionnelles, spectacles, festivités, tournois, déplacements, etc. Plusieurs demandes possibles n'importe quand sur l'année, donc je reviens au début du conseil, mais souhaitées en même temps que celles de fonctionnement pour faciliter la prise en compte sur le budget. Les demandes de projets soumis à convention, pour des budgets supérieurs à 5 000 €, seront traitées par la commission compétente en présence des associations demandeuses. Le principe, c'était que souvent on a des questions sur la manifestation, on n'a pas forcément tous les détails, et c'est l'objet d'un aller-retour entre les associations et les commissions. Donc là, on simplifie en conviant l'association à défendre son projet. Le principe du calcul sera un calcul de montant maxi attribuable calculé par rapport au budget du projet. Donc si le budget est inférieur à 1 500 €, c'est 25% du budget du projet. Si c'est inférieur à 5 000 €, c'est 20% du budget. Et si c'est supérieur à 5 000 €, c'est l'objet d'une convention. Le calcul d'une note sur 20 en fonction des 5 catégories qu'on a détaillées avant au niveau des subventions de fonctionnement. Les catégories restent les mêmes. Ça nous permet d'obtenir une note en pourcentage sur 20.
des 5 critères, donc, et ça permet de calculer un montant de la subvention donc, qui est égal à un montant maximum attribuable multiplié par une note en pourcentage. Alors, ce qui est très nouveau et qui a été issu de notre réflexion, c'est la mise en place d'une subvention d'investissement. Parce qu'on s'est rendu compte lors des commissions que souvent, des associations posent une demande de subvention de projet pour finalement acheter du matériel pour pouvoir réaliser leurs activités. Et que ces demandes sont un peu différentes que des projets plus concrets. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. Donc, nous avons déterminé le fait de prévoir la possibilité pour les associations de faire une demande d'investissement, tous les 3 ans par association, et limitée à 50% du montant total de l'achat envisagé. Les dossiers de demande de subvention d'investissement pourront être traités toute l'année en fonction de l'ordre d'arrivée. Ils seront soumis en commission en présence des associations demandeuses, parce que, comme le disait Christian, c'est important de comprendre le besoin, et jusqu'à atteindre le budget qui sera fixé annuellement par la collectivité. Les dossiers qui ne pourraient pas être, qui ne pourraient pas passer financièrement faute de crédit, du coup seraient réexaminés l'année suivante en priorité, après le dépôt toutefois d'un nouveau dossier. Et donc, on a créé également des demandes de subventions exceptionnelles, et ce qui serait utilisé pour la création d'associations ou une évolution significative de celle actuelle. Donc, pareil, une seule demande possible, n'importe quand sur l'année, mais souhaitée en même temps que celle de fonctionnement pour faciliter la prise en compte du budget. Cette demande sera traitée par la commission compétente en présence de la surdemandeuse, qui permettra de satisfaire aux desiderata des associations qui souhaitent nous rencontrer plus régulièrement. Et les règles d'attribution pour les subventions de projets et d'investissement seront appliquées suivant le cas, pour faire apparaître encore toutes les catégories qu'on avait définies ensemble. Donc, le planning prévisionnel de mise en œuvre de ces nouveaux critères, donc on a eu notre dernière réunion le 8 septembre 2022. Du coup, nos critères sont établis. La présentation des nouveaux critères a été présentée aux commissions culture et sport, donc le 13 et le 20 octobre dernier. L'envoi des dossiers de demande vers les associations s'est fait aux alentours du 14 octobre. Et nous vous présentons ce soir les nouveaux critères au niveau du conseil municipal. Le retour des dossiers des associations sera aux alentours du 18 novembre auprès de Mme Mailly. L'harmonisation des nouveaux critères, donc les membres du groupe de travail vont se réunir début janvier, entre aujourd'hui et début janvier, pour voir comment ces nouveaux critères vont agir sur les subventions. Ils vont donc être mis en œuvre pour l'attribution des critères, des subventions début janvier 2023. Et les critères ainsi décidés seront validés par le conseil municipal début février. Et les subventions versées fin février, probablement. Alors, cette slide, en fait, redit un peu la même chose, mais présentée différemment. Donc, comme il vous a été dit, il y aura une réunion d'harmonisation suite au dépôt de dossiers, parce que les changements de critères, ça veut dire aussi que ça peut avoir un impact. Donc, on a prévu de continuer à travailler sur cette question-là. Le retour des associations est important suite à la mise en place de ces nouveaux critères. Donc c'est pourquoi nous les convierons à une rencontre à la fin de la saison prochaine, c'est-à-dire en juin 2023, pour recueillir leur avis. Et enfin, il est à noter que nous avons travaillé sur des critères qui concernent, donc, comme je vous le disais en tout début, le sport et la culture, que d'autres associations sont présentes sur la commune et font des demandes de subventions. Dans le cas du CCAS, les critères que nous proposons ce soir ne sont pas utilisés. Le CCAS a ses propres critères.
Pour ce qui est des questions scolaires, certains de ces critères pourront être appliqués, en particulier les demandes qui concernent le sport, dans les subventions de projet. Pour l'enfance-jeunesse, ce sera à la commission compétente d'en décider, tout comme pour la commission vie économique et tourisme. Donc on en a terminé avec cette présentation. En guise de conclusion, je tenais à dire qu'en fait, donc pour arriver à ce résultat, on a fait 16 réunions de travail où chacun a pu émettre ses idées et on a relativement facilement en fait réussi à converger vers des critères communs qui me semblent le plus équitable possible aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut que se féliciter du travail accompli. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Non, je pense qu'on peut applaudir, effectivement. Oui, oui. Bravo, bravo. Merci. Bon, vous voyez que le travail en commun est possible. Je vous ai fait tousser, zut. Très bien, alors maintenant nous allons passer aux questions. Donc il y a 2 questions pour Nouvel Élan et une pour AEP. Donc je propose que Nouvel Élan, Madame Paquet, la première question. Oui, la première question est d'ordre plus général. Serait-il possible d'envisager la rédaction commune d'un vœu en soutien aux femmes iraniennes qui luttent pour la reconnaissance de leur droit à la liberté? Sur le principe, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je vous propose, vous faites la demande, je propose à ce que vous commenciez à faire un projet de vœux et le transmettre donc aux affaires générales en mairie. Et après, on va le distribuer à l'ensemble des minorités et de la majorité pour voir comment chacun peut mettre sa patte dans ce vœu, si ça vous convient. Oui. Non, du bout des lèvres, Madame Paquet. Non, Ah, bon. j'ai dit oui. Bien. Très bien. Deuxième question donc, posée par le groupe AEP. Monsieur Labarre. Merci bien. Merci bien. AEP a participé aux 2 réunions organisées en octobre pour mettre en place, sous l'égide de la métropole, un plan de sobriété énergétique pour la commune cet hiver. Nous vous remercions de l'invitation. Les échanges ont été intéressants. Cependant, maintes fois au cours de ce mandat, nous avons questionné la majorité et sommes intervenus en conseil ou dans nos tribunes pour connaître le plan communal de transition écologique et énergétique. Nous n'avons jamais eu de réponse à la hauteur des enjeux. Maintenant que le contexte international a évolué, maintenant que les conséquences du dérèglement climatique sont connues, documentées et partagées, maintenant que les prix de l'énergie sont pleins d'incertitudes, pouvez-vous maintenir ces réunions à une fréquence régulière afin de préparer la commune, de travailler avec les habitants, les usagers, les associations et bâtir des scénarios d'adaptation et un plan d'action à court et moyen terme? Nous attendons une réponse claire et engageante. Nous pensons en particulier à nous préparer à l'hiver 2023-2024, période qui verra, pour la commune, la renégociation des prix d'achat de l'électricité et du gaz avec toute l'incertitude financière que cela engendrerait. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Merci. Bien, alors avant de répondre formellement à votre question, je voudrais repréciser des choses que j'ai déjà dites lors de précédents conseils. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre une question et une tribune. Une tribune, ça fait 18 pages, comme vous venez 18 lignes, comme vous venez de lire, alors qu'une question doit être beaucoup plus synthétique. Si on reprend uniquement la question, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions à avoir des réunions sur ce sujet de façon régulière? La réponse, elle est oui. Je suis d'accord. Donc on vous donnera, je demanderai donc aux affaires générales de vous envoyer un calendrier, et comme ça, on pourra faire. Et je précise également que dans le calendrier, ce ne sont pas nominatifs, c'est-à-dire c'est pas forcément 2 personnes qui doivent venir, c'est n'importe qui, 2 personnes de votre groupe pourront venir, ainsi de suite.
Hein, chacun est interchangeable. Si quelqu'un ne peut pas, l'autre personne peut prendre sa place. Donc là, je répète encore, une question, ce n'est pas une tribune. La prochaine fois qu'il y aura une tribune, il n'y aura pas de question. Après... Merci. Donc... Mais de rien, monsieur Labarre, c'est un plaisir. Madame Paquet, pour votre dernière question. Alors, il y en a quand même... j'ai 2 points d'interrogation. Ça va passer? Non, j'ai regardé, j'ai bien regardé, mais vous me faites le coup à chaque fois. Oui, je suis désolée. Alors, pourriez-vous nous indiquer pour quelles raisons la Vue du Pèlerin ne propose pas de spectacle pendant les Celtomania cette année? Point d'interrogation. Chaque programmateur est libre de proposer un artiste de son choix ou selon les moyens dont il dispose. Nous aurions pu éventuellement en échanger en commission, mais cela n'a malheureusement pas été le cas. D'ailleurs, pouvez-vous nous préciser quelles sont les prochaines manifestations culturelles prévues d'ici à la fin de l'année 2022? Donc, je laisse Paul Brunet vous répondre. C'est pas vrai, Madame Paquet, on en a parlé, mais il y a 1 an, je crois, des Celtomania quand j'ai annoncé en amont le programme pour 2022. Et d'ailleurs, j'avais dit, et je vais donc me répéter, qu'on avait fait le choix du festival de jazz et que ce choix étant impactant budgétairement, eh bien, on devait sacrifier d'autres événements, dont les Celtomania, qui à chaque fois qu'elles ont bien, que les spectacles ont bien fonctionné au Pèlerin, ça nous a coûté très cher. Donc on préfère faire des spectacles qui fonctionnent bien mais qui ont un certain coût plutôt que des petits événements comme ça se faisait par le passé où il y avait 20, 30 personnes, même pas, enfin même moins que ça. Donc voilà. Et il y a par contre un événement des Celtomania à Saint-Jean-de-Boiseau cette année, donc tous les passionnés de la Bretagne comme le maire peuvent aller y assister facilement. Certainement, j'irai écouter Dan Arbraz. Oui, j'aurais rajouté, alors c'est pas parce qu'on n'a pas fait Celtomania cette année qu'on ne le fera pas l'année prochaine, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Paul Brunet. À chaque fois, c'est un budget. Effectivement, quand on fait venir Gilles Servat, là, c'est complet. Mais Gilles Servat, au bas mot, c'est plus de 12 000 euros. Donc, effectivement, si on met 12 000 euros sur Gilles Servat, je ne regrette pas, hein, loin de là, mais on ne peut pas les mettre autre part. Donc, il faut qu'on fasse le choix. Et effectivement, peut-être que l'année prochaine, on essaiera de trouver un artiste qui puisse rentrer dans notre budget, tout en sachant que le festival de jazz, donc ça sera sa seconde année, donc nous pourrons commencer à avoir des subventions avec le département. Parce que le premier coup, c'est rien, mais le deuxième, comme ça devient répétitif, on peut avoir des subventions. Donc ça, c'est à voir. Et puis, je me suis amusé à regarder sur combien de villes Celtomania était présente. Donc elle est présente sur 24 villes, et le département en compte 207. Donc vous voyez, c'est un petit peu... Là où vraiment c'est trusté, c'est Celtomania, c'est Saint-Herblain et Nantes. Voilà ce que je souhaitais dire sur... Et de toute manière, on pourra évoquer la programmation 2023 ensemble prochainement. Très bien, écoutez, nous sommes arrivés à la fin. Théoriquement, il n'y a pas de questions, Madame Fournier? Ah non, mais même si c'est pas une question... vous aviez accepté un jour pour M. Billan 2 petites minutes de parole. Je me suis dit que peut-être nous aurions la chance quel est votre... Une petite... C'est exactement ce que je compte faire. Non, écoutez, vous la ferez après le conseil. Donc nous sommes arrivés à la fin du conseil. Le prochain conseil aura lieu le lundi 12 décembre. Et je vous souhaite ainsi qu'aux pèleriniers qui sont derrière leurs écrans une très bonne soirée. Merci à vous.